Bonjour à tous, bienvenue dans Q-Technique pour une nouvelle vidéo, news, une vidéo détente, une vidéo chaleur, oui chaleur car en pleine canicule. On ne recule devant rien pour vous parler de l'actualité ciné-série avec l'ami Greg. Bonjour l'ami Greg. Salut mon cher Kerr, ça me fait plaisir de te voir et d'être aussi heureux. Ouais, et du coup je vais commencer par la première news. C'est la news que vous attendez tous, bien évidemment, c'est le point pognon, puisque Thor Love and Thunder est sorti. Est-ce qu'il a bien démarré, le coquinou? Il a fait un premier gros week-end et un deuxième week-end, ma foi, fort, j'allais dire un mot pas très correct, mais fort pas terrible. Une énorme chute au box-office et au total, c'est 233 millions de dollars collectés pour l'instant. Au moment où on vous parle, il a quand même perdu 67% entre son deuxième week-end et son premier week-end. Donc c'est une très grosse chute. Alors les chutes arrivent à chaque, pour quasiment tout le monde, hein, entre chaque week-end, surtout entre le week-end 1 et le week-end 2. Mais à ce pourcentage-là, c'est énorme. Thor marche bien en France également au niveau mondial, c'est plutôt correct, hein, puisqu'il est à un demi-milliard pour l'instant en un peu moins de 2 semaines d'exploitation. Donc c'est pas la catastrophe. Le film a été démonté comme un meuble Ikea par la critique. Mais d'ailleurs, il y a une vidéo de l'ami Greg sur la chaîne. N'hésitez pas à aller la voir. Pas maintenant, mais j'ai du mal à associer les mots là. Ça, c'est la chaleur, c'est vraiment vénère. Toujours est-il que Thor Love and Thunder ne marche pas aussi bien que l'aurait peut-être espéré Marvel. Et c'est deux potentiels. Alors, est-ce qu'il va atteindre le milliard? Moi, j'ai envie de vous dire why not, mais j'ai un peu de mal à y croire. Doctor Strange 2 ne l'a pas atteint. Si Thor Love and Thunder ne l'atteint pas non plus, c'est plutôt le seum du côté de Disney, puisque pour l'instant il n'y a qu'un seul film milliardaire en 2022, c'est Top Gun Maverick, Top Gun 2, qui est à 1,2 milliard pour l'instant. Devrait également atteindre le milliard Jurassic World de 2 millions, cette bouse infâme qui est à 900 millions de dollars de collectés. Comme quoi on peut être un film de piètre qualité et récolter moult dollars, mais ça on le savait déjà. The Batman est derrière avec 770 millions de dollars collectés. J'arrive pas à connecter. Aujourd'hui ça ne passera pas à travers le monde. Et notons quand même le gros succès de Minions 2 qui est déjà à plus d'un demi-milliard de dollars et qui est un carton aux US et aussi en France. Voilà mon cher Greg sur le point pognon. Est-ce que tu veux faire ta première news dans la joie et la bonne humeur pendant que je saute sur une bouteille d'eau? Eh ben écoute, avec grand plaisir, pendant que je la cherche. Du coup, ma première news, puisque mon ordinateur ne veut pas afficher ce que je voulais, je vais commencer par un truc sur un peu l'industrie. Il y a les frères Russo qu'on connaît pour avoir fait pas mal de choses, des séries, des films, et notamment d'avoir réalisé entre autres les derniers Captain America, mais également Avengers Endgame et Infinity Wars. Et en gros, donc là, ils viennent de réaliser un film qui sort le 22 juillet, donc qui s'appelle Greyman, qui est le film à gros budget. Je crois qu'on parle de 200 millions de dollars de budget pour Netflix. Ouais, et en fait, ils étaient dans une interview il y a peu de temps avec, si je ne me trompe pas, Hollywood Reporter, et dans lequel ils expliquaient que pour eux, la question, toutes les problématiques autour de la diffusion des films au cinéma versus le streaming, c'est du bullshit, qui donc veut dire des conneries. Et le truc, c'est que pour eux, en fait, il y a la volonté, la peur de tout le monde j'essaye un peu de résumer l'article parce qu'ils disent pas mal de trucs dedans, mais en gros pour eux il y a un shift dans le monde du cinéma. Certes c'est triste s'il n'y a plus que des cinémas dans les grandes villes et très peu de cinémas dans les grandes villes,
Mais ce qui pour eux est à leurs yeux le plus important, c'est qu'en fait il n'y a jamais eu autant de films produits parce que grâce aux séries, parce que grâce aux plateformes de streaming, pardon, et que en fait il faut qu'on s'attache plus à la qualité et aux films qui sortent que à l'endroit où ils sortent. Voilà. Il faut pas sacraliser, pour reprendre leurs propos, il ne faut pas sacraliser le cinéma versus les plateformes de streaming. Ce qu'il faut sacraliser, c'est les films. En soi, je trouve que c'est ce point de vue est intéressant parce qu'il n'est pas déconnant. Évidemment que le plus important dans l'expérience de voir du cinéma, c'est le film, c'est le contenu, c'est est-ce qu'on a été ému par les personnages, est-ce qu'on a ri, pleuré, eu des convulsions spasmiques suite à avoir trop d'images stroboscopiques dans la tête. Effectivement, tout ça, c'est vraiment l'expérience du cinéma. Mais à côté de ça, je trouve que c'est quand même dommage de balayer du revers de la main l'endroit en fait un peu roi pour aller voir les films. C'est-à-dire que je comprends leurs propos, ce qui est important c'est de voir des films, d'en voir plein, etc. Mais enfin, de pas avoir vu Top Gun en salle de cinéma et de l'avoir vu sur ma télé à la maison. Et ils défendent leur bout de pain. Franchement, c'est décevant. Ils défendent pas vraiment leur bout de pain puisque en ce moment ils ont un gros film sur Netflix. Oui, en ce moment, ils sont sur Netflix. C'est en pleine promo d'un film Netflix. Et ils vont avoir des films qui vont être au cinéma dans le reste de leur carrière. Là, c'était pas Harakiri, Le Chant du Cygne. Les plateformes de streaming, on est vos esclaves et on ne retournera jamais au cinéma. Pas du tout. Le truc, c'est que moi, je trouve que c'est... je comprends le propos, mais je trouve ça dommage d'aller se dire c'est pas grave, les salles obscures, on les sacrifie. Mais en tout cas, c'est un shift... Donc là, je fais ma news sur le discours des frères Russo, mais c'est un shift qu'on ressent de plus en plus quand on écoute l'industrie du cinéma, parce qu'il y a de plus en plus d'argent sur les plateformes, parce qu'il y a des films qui n'étaient plus produits pour le cinéma. Tout n'est pas rose du côté du cinéma. Il y a vraiment ces films à 50 millions de dollars, qui étaient les films, qui étaient les anciens films, les Basic Instinct, ce genre de films qui se cassent, les drames psychologiques qui se mettaient dans la case qui étaient les films à Oscar, les Demolition, tous ces films qui ont eu des Oscars que vous avez aimés, Zero Dark Thirty, il y a beaucoup de ces films qui n'existent plus au cinéma parce que ils sont considérés comme trop dangereux entre ce qu'ils peuvent ramener en salle et ce qu'ils coûtent. Et ce sont des films qui sont produits pour les plateformes de streaming. Donc tout est pas rose du côté cinéma, mais franchement, de dire c'est pas sacré, fuck it, je trouve ça particulièrement dommage. T'en penses quoi, toi, mon cher Car ? Oui, mais c'est un discours aussi. Ils répondent, tu vois, à des personnes comme Scorsese ou à Spielberg et c'est un débat qu'on a entre ceux qui défendent farouchement la salle de cinéma et ceux qui vont répondre en défendant farouchement la plateforme. Alors qu'en fait, le débat est débile. Il faut les deux. Il faut les deux pour aller voir son Top Gun tranquillou au cinéma et puis mater vos séries et puis vos films qui cassent pas trois pattes à un canard sur Netflix. Voilà, c'est tout. Après, le moment où on se posera vraiment des questions, c'est quand on aura et peut-être que The Gray Man en fera partie et d'ailleurs on peut y croire. Mais des films qui doivent aller au cinéma, qui arrivent directement sur plateforme. Pour l'instant, en dehors de quelques films qui sont sortis sur Disney, et encore, je pense aux films d'animation, et encore l'échec monstrueux de Buzz l'éclair nous fait penser que peut-être Disney avait une stratégie qui n'était pas si folle que ça. Mais sinon, non, pour moi, il y a une cohérence au fait qu'il y ait les deux. De toute façon, le cinéma n'empêchera plus l'avancée des plateformes. Et à terme, on en a déjà parlé. D'ailleurs, c'est marrant, on avait fait une vidéo où on parlait de ça avant le Covid. Et tout a été accéléré par le Covid. Mais au final, le cinéma morfle actuellement et il risque de morfler aussi beaucoup. Donc voilà, je suis pas étonné. Moi aussi, j'aimerais faire une news où c'est un mec qui balance sur les autres, un peu comme là les frères Russo.
Et c'est aussi dans le cadre de la promo, c'est Eric Kripke, le showrunner de The Boys. Il a dit un truc intéressant, il a dit moi j'emmerde les gens qui font des séries et qui pensent que c'est un film de 10 heures. Et alors du coup, mon premier réflexe ça a été de me dire mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Pourquoi est-ce qu'il les laisse pas faire ce qu'ils veulent? Et en fait, son propos est vachement intéressant. Et en gros, je le résume. Il reproche à des séries qu'on voit beaucoup sur Netflix si on lit à travers la ligne ou sur Disney+, mais pas sur The Boys, mais j'en parlerai après. Des séries, tu sais, qui meublent longtemps. Et puis sur les 2-3 derniers épisodes, par contre là ça s'accélère pour nous donner une impression d'avoir vu un truc super stylé. Et par contre on a du vide pendant X épisodes ou une mise en place extrêmement lente, et des éléments qu'on oublie. Et au final il a pas tort. Mais il y a un élément que ce bon monsieur oublie, c'est que en fait les mecs qui bossent sur ce genre de série ont la garantie d'avoir une diffusion instantanée de leur série, tout sort en même temps, et qu'au final l'épisode 4 et 5 soit de la bouse, et le 6 et le 7 et le 8 soient bien mieux. Ils s'en moquent, ils ont livré ce qui a été commandé par Netflix, et ils passent à la suite. Pour The Boys, c'est différent, c'est une diffusion hebdomadaire. Donc là, il n'y a plus la problématique des... si, il y a moins la problématique des audiences qu'on avait à l'époque des américaines, dans les années 80, 90 et 2000, où les séries se devaient chaque semaine vraiment de faire de la quali pour attirer les téléspectateurs la semaine d'après. Là, c'est encore un peu le cas parce que les gens peuvent lâcher la série en cours et peut-être voir résilier l'abonnement Prime, mais ils sont obligés quand même sur The Boys de chaque semaine de nous faire un épisode qui nous captive et qui nous incite. Donc en fait, je me contredis complètement, mais c'est pas grave, vous avez compris ce que je voulais dire. De nous faire un épisode qui nous captive pour nous faire revenir la semaine d'après. Et du coup, ça change tout. Ça change complètement tout. C'est deux manières de concevoir des séries qui sont complètement différentes. Donc que lui sorte ça, je trouve que c'est un peu hypocrite parce que si il avait The Boys qui sortait tout d'un coup, il serait pas dans cette problématique-là avec. S'il te fait une série lambda sur Netflix, peinard, tranquille, il sait qu'il y a une saison de commandée et qu'il y a 9 chances sur 10 de toute façon qu'il n'y a pas de saison 2 parce que c'est Netflix, il fait sa série et il se prend pas la tête, il prend les sous et voilà. Là, sur The Boys, le fait que ça sorte de manière hebdomadaire incite vraiment à travailler la qualité et la qualité sur tout au long de la saison. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit, mon cher Greg? Ou est-ce que tu n'écoutais tout simplement pas et que tu étais parti faire un poker avec des amis? En fait, effectivement, je pense que, à l'image de ton propos sur le meublage, il y avait une espèce de mise en abîme dans le segment de cette vidéo. Ouais. Bon, moi je vais enchaîner sur ma news suivante, puisque ma news suivante c'est quelque chose qui est très court. T'as gagné au moins ta partie de poker, j'espère. Qui est très court, mais qui par contre, j'espère, vous fera très plaisir, en tout cas pour certaines personnes. J'ai découvert un site qui s'appelle scriptslug.com et là, Oupi, il l'a fait sortir comme ça en live, je dis juste il y a quelques minutes, et il a réussi à nous le sortir. Donc scriptslug.com, eh bien c'est un site qui répertorie les scripts de beaucoup de films. Si vous avez envie de lire les scénarios dans la version vraiment de travail qui ont été validés, pour que ça devienne après le film. Alors c'est pas non plus les versions annotées par le réalisateur, mais c'est les vraies versions écrites par les scénaristes qui ont été validées pour les productions. Et le site fait un travail formidable de recensement. Il y a les derniers films qui sont sortis, enfin qui sont en script. Il y a Lovecraft Country qui est donc un film assez récent. Il y a Prometheus. Il y a Memories of Murder. Il y a le Midnight Mass, il y a les Police Academy, il y a tous les films des Pirates des Caraïbes, il y a les Swan Song,
Il y a des il y a des séries années aussi. 80, type Les Armes Fatales. C'est incroyable la quantité, des Die Hard, Big, Bienvenue à Gataga, 22 Jump Street, Catch Me If You Can, Robocop, enfin bref. Donc il y a énormément, mais vraiment énormément de scénarios, de scripts pour le coup. Ils sont disponibles en PDF. Donc vous pouvez vraiment les télécharger, les lire sur vos ordi, tablettes, téléphones portables. Je sais pas comment c'est légal, mais visiblement c'est légal. Donc je sais pas si c'est les studios ou les scénaristes qui acceptent de les déposer dessus. En tout cas, à ma connaissance, c'est légal. J'espère que ça allait bien. Et voilà. Donc si vous êtes vraiment fan de scénario, vous êtes juste curieux de savoir comment c'est écrit, comment c'est organisé, puisque c'est écrit entre la pièce de théâtre et le roman. Et puis c'est marrant aussi de noter, puisque c'est la version qui est validée et pas la version et la version tournée est forcément différente. Donc de voir qu'il y a des scènes qui sont coupées, qui ont été tournées, qui sont coupées, etc., ou de voir d'imaginer comment un acteur a reçu juste quelques lignes de scénario et qu'il en a déduit, inventé son personnage. Je sais qu'à l'époque où j'étais étudiant en ciné, c'était des trucs que j'aimais beaucoup lire. Bref, voilà, si vous aimez bien ça, puisqu'il y a, pour certains, vous avez un peu de temps cet été, eh bien, scriptslud.com, je trouve ça très chouette. Ta news suivante, mon cher Kaer. Ma news suivante, je vais vous parler d'une série qui est parfaite pour le week-end, puisqu'elle est avec The Weeknd. Oh, j'ai honte. C'est la première série avec le chanteur canadien mondialement connu, The Weeknd, qui va arriver sur HBO et qui est créé en partenariat avec Sam Levinson, qui est ni plus ni moins que le mec qui a pondu Euphoria. On retrouve également au casting, parce que The Weeknd bosse sur la série, mais il est aussi l'acteur principal, il partage le premier rôle avec Lily Rose Depp, qui est la fille de Johnny Depp et de Vanessa Paradis. Et l'histoire globalement, c'est Lily Rose Depp est une pop star, et elle tombe amoureuse d'un propriétaire d'un nightclub, The Weeknd, qui est aussi un gourou de secte. Hein. Donc voilà, le mec a plusieurs arcs, cordes à son Bref, voilà, c'est un personnage ambidextre. Toujours est-il que la première bande-annonce de The Idol est sortie. Ça a l'air sulfureux, donc les gens ont dit waouh, ça va être comme Euphoria, etc. Sulfureux. Les personnes qui résument Euphoria à son côté sulfureux n'ont rien compris. Euphoria, c'est incroyable. Moi, j'en parle juste à The Idol, j'ai pas d'avis dessus puisque je l'ai pas vu. Mais par contre, Euphoria, si vous n'avez toujours pas vu cette série, sautez dessus, c'est un chef-d'œuvre. Est-ce que The Idol, ça t'intéresse, mon cher Greg ? Eh bien, en fait, dans cette espèce de mise en abîme de ta news précédente, non, pas trop. Est-ce que j'enchaîne ou est-ce que tu veux nous parler de cette série que tu n'as pas vue ? Non, puisque t'as pas été gentil, je vais en refaire une. Ma news suivante, mon cher Greg, concerne Chris Pratt, l'acteur des Gardiens de la Galaxie qu'on a vu récemment dans Terminal List, la série de Amazon Prime. Et que vous avez peut-être eu le déplaisir de voir dans Thor Love and Thunder. Chris Pratt qui a parlé d'Indiana Jones. Vous savez, ça fait quelques dizaines d'années maintenant que on demande à Chris Pratt quand est-ce qu'il va remplacer Harrison Ford dans le rôle d'Indiana Jones. Il y a eu des rumeurs comme quoi il allait y avoir un reboot des aventures d'Indy avec Chris Pratt. Alors globalement, toutes ces rumeurs sont apparues au moment où Chris Pratt était habillé comme Indiana Jones dans Jurassic World, parce que les gens sont hyper originaux. C'était la même chose avec Mads Mikkelsen quand il a fait un film où il est en viking qui ressemble à Geralt. Tout le monde a dit qu'il allait jouer Geralt dans la série The Witcher. Bref, Chris Pratt, on lui pose la question, est-ce que vous allez jouer Indiana Jones ? Et il dit, bah non, moi j'ai lu une interview d'Harrison Ford qui disait que quand il allait mourir, Indiana Jones allait mourir avec lui. Et donc sur le ton de la vanne, Chris Pratt dit qu'il serait bien embêté si Harrison Ford venait le hanter. On apprend donc deux choses.
que Chris Pratt refuse poliment de jouer Indiana Jones, et s'il en parle comme ça, c'est à mon avis que là, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas envie de prendre le rôle parce qu'il doit avoir d'autres projets, et notamment il a un gros deal avec Amazon. Et deuxième élément qu'on apprend, c'est que il croit sincèrement qu'Harrison Ford va le hanter. Et moi, je suis stupéfait d'apprendre ça de Chris Pratt. Je pensais pas. Voilà, je suis choqué. Voilà. À toi, mon cher Greg. Alors, deux petites news pour ceux qui sont fans de collection, de collector comme peut l'être Kerr. Hasbro a annoncé qu'ils avaient une petite nouveauté qui va peut-être plaire à certains d'entre vous. Donc Hasbro, ils font pas mal de figurines. Alors, ils ont énormément de figurines de super-héros, de films, genre les Ghostbusters, les Power Rangers, enfin bref, ils ont vraiment un catalogue de jouets qui est colossal. Et en fait, ils ont sorti une application donc qui est disponible pour l'instant aux États-Unis. Alors, elle est disponible en test aux États-Unis, elle n'est pas encore pour le grand public. En gros, le truc, c'est qu'avec l'application, vous filmez votre visage et vous pouvez commander le jouet que vous voulez, mais avec votre tête. Donc, par exemple, vous pouvez acheter les Ghostbusters avec votre gueule, les Power Rangers avec votre gueule, des super-héros, n'importe quel super-héros que vous voulez avec votre gueule, etc. Et je trouvais ça anecdotique, et cette news est une des plus partagées aux États-Unis au moment où on fait des news, et je n'ai pas compris l'engouement, mais je me suis dit que si ça parlait à certains d'entre vous, ou que vous y pensiez peut-être en cadeau pour Noël, eh bien ça pourrait être une news qui vous intéresse. Donc c'est l'application Hasbro qui du coup va être disponible là elle est en test dans les mois qui viennent. Une autre info, Peter Dinklage vient de rejoindre le casting du nouveau film, donc préquel, très très loin en avance dans le temps, donc avant que les Hunger Games sortent. Il y a eu donc ce film préquel, Peter Dinklage va en faire partie. Et j'aime beaucoup Peter Dinklage, mais je n'ai pas compris pourquoi est-ce que c'est le big boss de Lionsgate qui a fait une conférence de presse pour annoncer que le quadruple nominé aux Emmy Awards avait été casté. Je n'ai pas l'impression que c'est un poids lourd du cinéma, mais donc Peter Dinklage qui arrive. Troisième news qui fera sans doute plaisir à beaucoup de fans de Stranger Things, eh bien c'est un personnage particulièrement donc un nouveau personnage de Stranger Things. Tu n'as pas le droit de mettre d'image, Oupi, parce que sinon ça va spoiler. Et en fait, donc un personnage qui est un nouveau personnage de la franchise, enfin de la série Stranger Things, qui est mort, donc je ne vais pas vous dire qui, en fait, a eu un impact sur les fans. Il a énormément plu aux fans de la série. Il y a eu énormément il y a énormément de pétitions pour trouver un moyen pour le faire revenir. Et petite mention, c'est qu'il y a effectivement de plus en plus de rumeurs que la théorie qui est beaucoup évoquée dans les commentaires, non pas dans les vidéos, mais dans les commentaires de la vidéo qu'on a fait sur les théories sur la saison prochaine de Stranger Things, qui est en rapport avec un certain Cass. Voilà, je suis obligé, comme c'est pas une vidéo spoil, je suis obligé d'être un petit peu cryptique. Eh bien, cette théorie est en train de trouver énormément de souffle et aurait peut-être une part de réalité. Bon, c'est de la théorie, c'est du peut-être, c'est des rumeurs, mais du coup, comme je sais que beaucoup de personnes sont très fans de ce personnage et qu'il est en ce moment très utilisé pour prolonger la promotion de la série Stranger Things, ça a l'air plutôt crédible. Du coup, voilà, pour les fans de Stranger Things, peut-être que ça vous fera plaisir. Je te laisse la suite, mon cher Kerr. Ouais, moi je vais commencer par des mauvaises nouvelles, le décès de James Caan, du parrain, et aussi de Tony Sirico, qui jouait Paulie dans Les Sopranos. J'ai beaucoup aimé Les Sopranos, et Tony Sirico y était excellent. James Caan, bien évidemment, immense acteur, donc paix à leur âme. J'enchaîne avec un truc qui n'a rien à voir, vraiment, cette fois plus joyeux, et qui m'a mis, pour le coup, vraiment en joie. Mon cher Oupi, tu peux le trouver en case B15. Il y a quelques photos que j'ai partagées sur Twitter d'un set Lego sur The Office, et ça, c'est une vraie surprise. Vous savez que Lego a sorti plusieurs sets sur des séries. Il y a eu donc le bar de Friends, il y a eu l'appartement de Friends, il y a eu le salon de The Big Bang Theory.
Et là, on a ouais, je l'ai hyper mal dit, Big Bang Theory. On a donc The Office avec 15 petites figurines représentant les différents employés de Dunder Mifflin et plein d'éléments qui font écho à la série au grand moment. Alors il y a Kevin par exemple qui fait tomber sa gamelle par terre de son chicken carné. Enfin, c'est plein de choses comme ça. Je sais plus le tarif, dans les 120, je crois, $120 aux US. Voilà. Bon, si vous aimez Lego, ce qui est mon cas par exemple, mais il faut pas non plus en abuser parce qu'il faut de la place. Voilà, The Office débarque. C'est en octobre, si je dis pas de bêtises. Autre élément, je vais terminer, moi, ça sera ma dernière news, mon cher Greg. Par vous parler des Emmy Awards. Vous savez que les Emmy Awards sont de plus en plus pointés du doigt, un peu comme les Golden Globes, mais en pire. Notamment, on leur reproche aux Emmy Awards leur manque d'objectivité. Et la cérémonie qui se déroule fin août généralement se plaint aussi d'un manque d'attractivité. Du coup, ils ont proposé cette année d'aller à contresens de toute logique, puisqu'en fait, ils ont décidé, pour plaire au grand public et espérer gonfler l'audience de la cérémonie, les Emmy ont décidé de nommer des séries beaucoup plus grand public. Et on retrouve par exemple Squid Game avec 14 nominations, dont meilleur acteur, mais c'est aussi la première série de toute l'histoire des Emmy Awards qui est en langue étrangère, donc non anglophone, puisque la série est sortie aux US sans doublage, mais avec des sous-titres. C'est la première qui est nommée dans la catégorie reine des Emmy, qui est donc la catégorie meilleure série dramatique. Alors à côté d'elle, on trouve Succession, Better Call Saul, etc. Mais on trouve aussi Stranger Things. Bref, il y a beaucoup de séries, il y a des séries Marvel qui sont nominées aussi. Donc vous allez me dire, pourquoi pas, après tout, il en faut pour tout le monde. Oui, mais il y a des absents et des absents qui le sont totalement. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas une ou deux nominations ici et là. Par exemple, Moon Knight a plus de nominations que l'excellente série Netflix Midnight Mass, qui a été une énorme surprise et un énorme coup de cœur de l'année 2021 et qui est éligible aux nominations de ces Emmy Awards. Rien pour cette série qui aurait dû avoir des nominations pour meilleur acteur, meilleure actrice, meilleure série de l'année. Enfin, Midnight Mass méritait de ouf. Et aux États-Unis, la série absente qui fait polémique et c'est logique parce qu'elle y a un succès fou, c'est Yellowstone qui est complètement absente des Emmy aussi. Et c'est vrai que c'est surprenant. C'est surprenant que Yellowstone soit absent. Et j'en profite juste pour dire que mon cher Greg, j'ai commencé Yellowstone, que c'est... Enfin, moi j'adore. J'adore vraiment Yellowstone. Série avec Kevin Costner, Kelly Reilly qu'on a vu notamment dans l'auberge espagnole, Wes Bentley qui jouait dans American Beauty, Cole Hauser, il y a Scott Grimes, il y a beaucoup de monde dans cette série. Et c'est une série qui moi me fait un peu penser à Sons of Anarchy dans la construction, le côté famille, on flirte avec la légalité, il y a des intrigues. C'est vraiment une sorte de série qui me plaît beaucoup. Bref, Yellowstone, très bon. Et Yellowstone a tellement de succès aux États-Unis qu'il y a déjà un spin-off qui est en route. Et la saison 5 de Yellowstone arrive à la rentrée. Et puisque j'ai commencé le point vivant, mon cher Greg, permets-moi juste de rajouter quelques éléments sur Resident Evil. La série est sortie sur Netflix. Il y a eu une petite promo, vous allez me dire c'est pas vrai puisque à New York ils ont balancé un leaker en 3D sur Times Square. Oui, ok, mais en dehors de ça, on a très peu entendu parler de Resident Evil avant sa sortie. Et il y a notamment eu très peu de vidéos, teasers, etc. Je comprends pourquoi. C'est cata et beaucoup de gens le disent. La série Resident Evil, pour l'instant, c'est pas folichon, je n'ai pas terminé, donc je vais pas avoir un avis définitif dessus. De ce que j'en ai vu, ça pue du cul. Et une série que j'ai vue jusqu'au bout, c'est The Terminal List avec Chris Pratt. C'est pas original, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ça marche quand même. Chris Pratt, vraiment, je me suis demandé ce qu'il faisait avec cette série. On le sait, il a un deal avec Amazon et puis du coup, il produit, il a avec sa maison de production.
Donc il est engagé dans cette série qui a visiblement un beau succès sur Prime et une saison 2 qui devrait être officialisée. Et je termine avec Westworld, la série qu'on aime tant, a repris pour sa saison 4, qui est diffusée sur HBO aux US, OCS en France. Et les retours, moi j'ai pas commencé, j'attends un petit peu, les retours sur cette saison 4 sont très positifs. Il y en a beaucoup qui ont été heurtés par le contenu de la saison 3, par le fait que ça change énormément de choses à Westworld. Mais là, apparemment, la saison 4, c'est beaucoup de surprises et des épisodes très quali. Voilà, mon cher Greg, est-ce que tu as encore des news ? Ouais, j'ai des petites news. Est-ce que tu as dans le point Viewon, tu vas rajouter un truc, par exemple ? Un conseil comme ça D'abord, je fais mes news et après, je fais un petit conseil view. Du coup, les petites news, comme on n'a pas fait de news de vidéo news la semaine dernière, on n'a pas fait la news qui quand même est importante, qu'il y a un réalisateur et une officialisation du film Captain America 4. J'ai honnêtement cru que c'était une blague quand ça a été annoncé. Sauf que, eh bien non, puisque quand on pense aux séries Marvel, on comprend que y a bien un Captain America. Et du coup, la date supposée, puisqu'il y a des dates qui ont été prises pour des films Marvel, mais qui n'étaient pas nommées, les gens supposent que c'est le 3 mai 2024. Le réalisateur, c'est Julius Onah, qui a notamment qui a juste 3 films dans son escarcelle, Luce, The Girl in Trouble et Cloverfield Paradox, évidemment. Alors moi, le seul que j'ai vu, c'est Cloverfield Paradox, qui honnêtement est un film qui... J'aimais bien les Cloverfield et paradoxalement, j'ai vraiment lutté contre le sommeil pendant le film. Donc espérons que ce soit une bonne pioche sur Captain America, mais là, je suis inquiet. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que pour ceux qui sont curieux, peut-être ne mets pas les images que j'ai dans la conduite, mais il y a donc le tournage qui a commencé donc, de Loki, la saison 2, et des photos on leak du tournage. C'est pas des méga spoilers, mais on revoit, on y voit certains personnages qui étaient évidemment attendus dans cette nouvelle saison. Et les costumes des personnages laissent comprendre des dynamiques. En tout cas, voilà, pour ceux qui sont fans de la série Loki, ça a l'air de bien repartir. Et puis du coup, tu proposais un petit viewon. Et bien en ce moment, viewon, ouais. Un petit point viewon. Bah moi, en fait, en ce moment, j'ai commencé un anime qui s'appelle Les Mémoires des Vanitas. Et écoute, ça démarre plutôt très bien. Ça démarre vraiment très très bien. La saison en tout cas est terminée depuis longtemps, mais je l'ai découvert il y a pas longtemps. C'est une série. Le pitch, c'est un vampire le seul vampire aux yeux bleus a créé un livre qui est capable de changer le nom de l'âme des vampires et les mènera un jour à leur perte. Et ce qui est intéressant, c'est que, et c'est un humain qui manage ce bouquin, et du coup les vampires ne savent pas comment gérer ça. Et ce qui est intéressant, c'est il y a un truc particulièrement qui est réussi dans la narration, c'est qu'en fait on sait très vite, l'histoire elle est contée, donc c'est les Mémoires des Vanitas, donc elle est contée par quelqu'un, et on nous dit que bon, je vous laisse quand même un peu de surprise sur le premier épisode, mais on nous dit très vite que en fait on suit un personnage principal qui va mourir à la fin. Et du coup, ça crée un intérêt de savoir comment, pourquoi c'est tel personnage qui va le tuer, etc., etc. Et donc, ce côté en avance de narration génère des... voilà, d'un point de vue narration, c'est plutôt réussi. Et puisqu'on est en anime, et puisque, du coup, un petit coucou, quelqu'un qui m'a approché dans la rue en me disant « Merci Gulneclick pour faire découvrir des animes pas si connus », et bah du coup, je voulais faire un petit coucou à un anime qui s'appelle Gungrave, qui est un vieil anime. Alors pour le coup, c'est en 4 tiers, donc va falloir vous accrocher. Et c'est un anime qui clairement est sorti dans
C'est un anime qui, je pense, Ker, peut te plaire énormément. C'est un anime qui est très 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 dans le moule Cowboy Bebop de l'époque. C'est un anime dont l'histoire est complètement divisée en 2 parties. Il y a, en gros, alors le premier épisode est un peu à part. La première partie, c'est 2 amis, 2 orphelins, qui, chacun d'une manière différente, vont monter les échelons de la mafia. L'un par ses muscles, l'autre par ses idées. Et on les voit monter, eux qui sont pas forcément des pourritures, quoi, mais comme ils n'ont rien d'autre, en tout cas l'histoire nous fait comprendre qu'ils n'ont rien d'autre. Et là, c'est une photo qui est en 16:9. Est-ce qu'il y a une version 16:9 qui existe de Gungrave ? Et en gros, le truc, c'est que donc on suit la lente progression de ces 2 personnages. L'un qui est vraiment un charmeur, qui essaye toujours de convaincre tout le monde, qui parle énormément, et l'autre qui, au contraire, est toujours extrêmement taciturne. Et on va suivre donc la progression de ces 2 personnages. Évidemment, il y a énormément de retournements de situation sur le clan de cette mafia, de la politique, enfin vraiment de gestion de politique en interne. Et la deuxième partie, elle est complètement différente. D'un seul coup, en fait, ça part complètement en science-fiction. Il y a des morts-vivants. Enfin, vraiment, il y a un espèce de tournant incroyable dans le scénario qui est inenvisageable quand on regarde la première partie. Et la deuxième partie, c'est vraiment peut-être plus que de l'action. Mais vraiment, la mention spéciale sur cette première partie qui est extrême. Enfin, que j'ai vraiment à l'époque, j'avais trouvé extrêmement réussi. Et donc, si vous aimez bien les vieux animes fin 90, Gungrave, c'est une très belle pioche. Et je pense, Ker, que c'est un anime qui peut te plaire énormément. Voilà. Voilà le petit point viewon. Eh ben, merci du conseil, mon cher Greg. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. On a survécu à cette vidéo canicule. Ker, j'ai l'impression que pendant cette vidéo, je t'ai fait transpirer de ouf. Ah, mais un truc de ouf. J'ai perdu 25. Alors, je sens que tu vas faire le au revoir et tout ça, alors je prends la parole 2 secondes. Non, c'est pas pour faire le au revoir particulièrement. Je ne peux plus parler là, je n'ai plus. C'est parce que j'ai 2 choses à dire. Ouais. La première, c'est que cette vidéo a été enregistrée le jour du pic de la canicule. Donc non, Ker n'a pas un dérèglement hormonal. C'est tout simplement qu'il fait chaud chez lui. Et du coup, le deuxième truc que je veux dire, c'est que c'est la dernière vidéo qu'enregistre Oupi avec nous. Ça fait longtemps. Tout à l'heure, il m'a dit que ça faisait 4 ans qu'il faisait des vidéos, alors que moi, j'avais l'impression que c'était il y a 6 mois. Et du coup, je le vois encore faire des fautes de débutant, et du coup, je comprends pas. Mais du coup, le truc, c'est que donc ça fait 4 ans qu'il fait. Donc il y a Daniel, Galadriel et Oupi qui ont fait successivement, mais Daniel et Oupi ont fait la grande majorité, l'écrasante majorité des vidéos de ces derniers temps. Et du coup, Oupi part vers une nouvelle aventure professionnelle qui fait qu'il ne pourra plus être avec nous dans le studio. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Et après, bon, il nous parle moins ces derniers temps. Peut-être qu'il y a une causalité. Il me regarde en me disant mais qu'est-ce qu'il raconte. Et du coup, le truc, c'est que et c'est Daniel donc qui va reprendre du coup plus la réalisation, tout simplement, comme avant qu'Oupi fasse cette parenthèse avec nous. Et donc du coup, on veut te dire, Oupi, tout le meilleur pour la suite. Ouais. Et puis voilà, j'espère pour toi que les personnes avec qui tu travailleras feront des blagues de meilleure qualité et de meilleur goût, même si je ne peux penser que obligatoirement ce sera que toi peut-être, mais que moi ça va pas être facile. Goût. Bah malheureusement, je pense qu'il y en a pas un pour tirer l'autre pour relever le niveau de l'autre entre nous deux, car donc voilà, et au moins autant de rigolade, voilà. Des bisous à tous, ouais. Des bisous merci à Sylvain, Oupi merci à pour tous. La suite. Et voilà, des bisous, ciao. Merci aux personnes sur cœur sur toi Sylvain, qui nous soutiennent sur Tipeee, puisqu'ils permettent un record sur 2, donc c'est déjà beaucoup. Ça permet en effet beaucoup plus de vidéos ces derniers temps. Des bisous, ciao ciao. Et
Et Kerr. Ouais, Je sais que tu fais transpires exprès parce que pour quelque part, tu tu as me l'œil voir qui tomber par brille terre. depuis tout Je à le l'heure sais. en me regardant. Donc Non, mais je le j'ai envie sais. de dire, c'est Tu fais indécent, durer le arrêtons truc. la vidéo ici. Des bisous à tous, ciao ciao. Ciao.